French Touch. On va accueillir Cyril Imbert, qui est le CEO de Dotemu et qui a intégré le groupe Focus Entertainment. Il nous en dira plus tout à l'heure. Mais pour commencer cette masterclass, on va regarder une vidéo de quelqu'un que vous devez bien connaître, qui est Nicolo Laurent, qui a été CEO de Riot Games. Mais peut-être quelques petits mots sur le secteur. Les gens ne le savent pas, mais quand on parle jeux vidéo, on parle du plus gros secteur du divertissement, bien au-dessus du cinéma, de la musique, de la radio. Donc c'est la plus grosse industrie. Et ça, c'est un point important. Et ce qu'on aime rappeler aussi, c'est que c'est une industrie qui a énormément été favorisée par le Covid. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a encore plus de joueurs actifs que pendant le Covid, où on était tous à la maison à chercher nos activités. Donc c'est une industrie très résiliente, très créative, et on va en discuter avec Cyril plus en détail tout à l'heure, promise à encore un gros développement. Voilà, donc on regarde cette vidéo de Nicolo Laurent, et on se retrouve juste après pour un échange. Bonjour, je m'appelle Nicolo, je travaille pour Riot Games. Alors pour ceux qui ne savent pas, on est le studio de développement et l'éditeur derrière le jeu vidéo League of Legends. C'est un jeu PC en ligne, un peu hardcore, donc il n'est pas très grand public, c'est pour ça que vous n'avez peut-être jamais entendu parler de ce jeu-là. Mais on a plus de 100 millions de joueurs actifs dans le monde, et donc à ma connaissance, je crois qu'on est toujours le jeu PC le plus joué au monde. Moi, j'ai repris la direction de la société en 2017. Et je me suis attelé à d'abord transformer la boîte en une entreprise multijeux, parce qu'on n'avait que League of Legends, donc j'ai aidé à développer Valorant, Teamfight Tactics ou Wild Rift par exemple. Je me suis aussi attelé à développer tout l'écosystème e-sport et essayer de l'amener à maturité. Et j'ai aussi initié le début de notre univers cinématographique avec la série Arcane, qu'on a notamment fait en partenariat avec le studio d'animation français Fortiche, ici à Paris. Donc, pour être honnête, j'ai un peu vécu le rêve américain, l'expérience startup à plein, parce que quand j'ai rejoint la boîte il y a presque 15 ans maintenant, on était une petite trentaine. Et aujourd'hui, on est presque 5000 employés à travers le monde dans une vingtaine de pays. League of Legends a généré plus de 30 milliards de revenus depuis son lancement. Et quasiment tous nos nouveaux jeux aussi génèrent plusieurs milliards de revenus chacun tous les ans. On remplit les stades, tous les plus beaux stades du monde lors de nos événements e-sport. L'audience des finales mondiales dépasse largement les 100 millions de vues uniques, que ce soit en ligne ou à la télé. Et notre première série télé, dont je parlais un instant, a été la série d'animation la plus vue au monde, avec une audience qui a dépassé 170 millions de personnes lors du lancement. Alors, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à partager, que j'aimerais vraiment partager avec vous, que ce soit sur la gestion de la croissance, le développement à l'international, en Chine, le management de la créativité aussi, et notamment à grande échelle. Mais il faut vraiment que je vous parle de quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus important. Et c'est ma relation avec ma belle-mère. Écoutez-moi. Et notamment une conversation que j'ai eue avec elle il y a presque 20 ans. À cette époque, j'avais passé quelques années dans le jeu vidéo, mais je venais de m'arrêter. Et j'avais décidé de rejoindre une start-up de biotech. Non pas parce que j'aimais plus les jeux vidéo, mais juste parce que j'avais des copains qui m'avaient demandé de les rejoindre. C'était des scientifiques un peu foufous, ils avaient besoin d'un profil un peu plus business pour leur équipe fondatrice. Donc après presque un an, je me retrouve seul en voiture avec ma belle-mère. Elle devait m'amener à une gare ou un aéroport, je ne sais plus pourquoi. Et là, elle me vide son sac. Elle m'annonce à quel point elle est soulagée, à quel point elle est heureuse que j'ai quitté les jeux vidéo. C'était pas très sérieux de continuer à jouer des jeux à jeux vidéo, mais alors, y travailler, c'était vraiment très puéril et superficiel. Donc là, pour être honnête, gros moment de solitude pour moi dans la voiture. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que notre start-up dans les biotech, ça n'avait pas marché en fait. On était complètement à côté de la plaque, on s'était bien planté, et on avait déjà même commencé à rembourser les investisseurs. Et donc là, je réponds à ma belle-mère, et je lui dis, désolé Martine, désolé de te décevoir, mais on s'est raté dans notre start-up. On a manqué de rigueur, on n'a pas été au niveau, et on a décidé de plier bagages, et en ce qui me concerne, je retourne dans le jeu vidéo d'ici la fin de l'année.
Et donc ce secteur, la biotech, qu'elle considérait très sérieux, au final n'avait été pour moi qu'un secteur superficiel dans lequel je n'ai pas réussi à faire grand-chose. Mais à l'inverse, le secteur qu'elle considérait comme superficiel, le jeu vidéo, eh bien c'est à ce moment-là que moi je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas plus sérieux dans ma vie. Alors pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce qu'à mon avis, elle est symptomatique de la culture dans laquelle j'ai grandi, et je pense dans la culture dans laquelle certains d'entre vous ont grandi ou grandissent. Une culture un peu vieille France, qui voit le jeu vidéo comme une industrie de seconde zone, des jouets en quelque sorte pour les enfants, pas pour les adultes, et surtout pas de quoi offrir une carrière respectable. Être pris de haut parce que j'adorais les jeux vidéo et que je voulais en faire mon métier, c'était pas qu'avec ma belle-mère. Je l'ai aussi vécu pendant mes études en école de commerce. Parce que là-bas, fallait finir en finance, dans le conseil, ou au pire, monter sa start-up pour sauver le monde, mais surtout pas travailler dans les jeux vidéo. D'ailleurs, les jeux vidéo, c'était bien payé. Les entreprises s'en cachaient pas. On ne peut pas vous payer autant, on est dans les jeux vidéo. Moi, ça ne m'a pas empêché de postuler à quasiment toutes les offres de stage disponibles en France. Et j'affichais fièrement sur mon CV, sur ma lettre de motivation, la passion qui m'animait pour les jeux vidéo, mes meilleurs scores. Je marquais les jeux que j'avais terminés, le nom des guildes que j'avais créés, que je manageais. Sauf qu'à travers ces échanges, et les quelques rares entretiens que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte que, en fait, être un gamer, c'était pas forcément un plus. Et même parfois, c'était vu négativement. Et donc, au bout d'un certain temps, je me suis retrouvé à cacher le fait que j'étais fan de jeux. Beaucoup de gens demandent sur leur CV, lors d'entretien. Moi, la seule fois où j'ai menti, c'est quand je prétendais que je n'étais pas vraiment un joueur. Je peux vous dire que ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et surtout, je ne comprenais pas. Pour moi, quand on doit partager sa passion, par exemple, si on veut travailler dans le cinéma, on l'annonce fièrement, sa passion pour le cinéma, on ne va pas la cacher. Et moi aussi, je l'ai cachée. J'ai eu une offre de stage. Et même une fois rentré dans l'industrie, je me suis rendu compte que la grande majorité des cadres supérieurs, ils n'étaient pas joueurs. Et ils en étaient fiers. Oh, moi, j'ai pas besoin de jouer aux jeux vidéo pour réussir et de prendre les bonnes décisions. Au pire, je demande à mes enfants. Ou à Kevin, là, le nouveau junior qui vient de rentrer. Là encore, ça me paraissait fou. J'imaginais pas qu'on puisse dire ces choses-là dans des industries analogues comme le cinéma. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux qui subissent encore ce malaise, consciemment ou inconsciemment. Parce qu'après tout, même au sein de la French Touch, qui pourtant fait beaucoup pour changer les mentalités, et je vous remercie profondément d'ailleurs, on peut se sentir un peu petit à côté de l'édition, du cinéma ou encore de la mode. Mais rappelez-vous une chose, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple jeu d'enfant. Et c'est à mon sens le secteur du divertissement le plus riche du XXIe siècle. Et je vous dis pas riche au niveau financier. Ça, on le sait que le jeu vidéo pèse plus économiquement que le cinéma, la musique, le spectacle vivant réunis. Non, je ne vous parle pas de ça, moi. Je vous parle d'enrichissement personnel. Et là, la liste des vertus, elle est longue. Bien évidemment, quand il s'agit de s'amuser, ça on le sait, le jeu vidéo c'est top. C'est pour ça que c'est fait à la base. Mais c'est aussi très fort pour socialiser, rester en contact avec ses amis, en découvrir de nouveaux, pour collaborer, pour faire de la compétition. Et d'ailleurs, il est souvent plus simple et même parfois plus efficace de socialiser à travers les jeux vidéo qu'à travers le sport ou d'autres activités de divertissement. Et par conséquent, c'est aussi génial pour plonger dans de fabuleuses histoires. Pas seulement les histoires que les auteurs nous font découvrir dans leurs jeux, les super arcs narratifs, mais aussi les histoires qu'on se crée soi-même en jouant avec d'autres joueurs. Bref, cette liste d'enrichissement liée aux jeux vidéo, elle est longue. Mais j'aimerais m'arrêter juste 2 minutes sur un aspect qui, moi, m'a vraiment forgé. Et au final, m'a préparé à devenir patron. Et ça, je ne l'avouerai jamais à mes profs d'école de commerce. Mais j'ai beaucoup plus appris sur le leadership en organisant des raids avec ma guilde sur EverQuest que sur les bancs de l'ESSEC. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un raid, c'est quand un grand groupe de joueurs, en général une quarantaine, s'organise pour effectuer une mission de quelques heures dans leur jeu en ligne, mais souvent qui est très très difficile et donc demande en général plusieurs jours, voire plusieurs semaines de préparation et une orchestration d'horloger. Je peux vous dire que vous pouvez mettre
toutes les simulations de jeux d'entreprise, d'écoles de commerce que vous voulez. Ça n'arrivera jamais à la cheville d'un seul raid d'EverQuest. Parce que les jeux d'entreprise en école de commerce, on fait ça à 6, 8, peut-être 10, mais on a tous le même âge, le même profil, le même emploi du temps. Mais dans un raid, c'est 40 personnes toutes plus différentes les unes des autres qu'il faut manager. Le gamin de 12 ans qui a du mal à contrôler ses émotions et qui ne peut pas jouer tard le soir. L'étudiant qui, lui, se couche à 5 heures du matin et qui ne comprend pas pourquoi les autres ne peuvent pas suivre. Les plus de 50 ans, parce qu'il y en a, qui ont une vie active, chargée et peu de temps. Les chômeurs, les cadres supérieurs, les bons stratèges, les moins bons stratèges, les virtuoses du clavier, les plus pâteaux, les bourrins, les plus prudents, les cigales, les fourmis, bref, il faut rassembler, inspirer, coordonner et orchestrer ces 40 personnes avec leurs personnalités différentes, leur emploi du temps différent, pour que la chorégraphie qui est un raid soit exécutée avec succès. Et le tout dans une tension palpable, car en général, on n'a le droit qu'à un essai par semaine. Et si on se plante, faut attendre la semaine d'après. Alors ces propos peuvent vous surprendre, encore aujourd'hui, parce que je pense que beaucoup ont encore cette image assez ancrée des jeux vidéo des années 80 ou 90. À une époque où la relation entre les jeux vidéo et les autres arts et sports était assez particulière. Moi, quand j'étais gamin, moi j'adorais Indiana Jones. Bon, après le succès des films, il y a les jeux vidéo qui ont suivi. Et je les ai tous faits, je les ai tous adorés. Mais tout est parti du cinéma, pas du jeu vidéo. Comme beaucoup de petits Français, j'adorais jouer au foot. Et donc évidemment, une fois la technologie suffisamment avancée, des jeux de foot ont suivi. Moi, ça fait 30 ans que je joue à FIFA. 30 ans. Mais là encore, tout est parti du sport, pas du jeu vidéo. C'est un peu comme si les jeux vidéo étaient les remorques de nos voisins des industries culturelles et sportives. Mais regardez bien. Désormais, la tendance, elle s'inverse. Profondément et très rapidement. Aujourd'hui, on joue d'abord à League of Legends et ensuite, on s'investit dans l'e-sport et on devient fan de la K-Corp. Aujourd'hui, on joue d'abord à League of Legends et ensuite, on veut en savoir plus sur Jinx, sur Vi et on regarde la série Arcane. Autrement dit, avant, on n'était que de simples produits dérivés. Mais maintenant, c'est nous qui les engendrons. Et quand on prend un peu de recul, et qu'on regarde ces tendances, le progrès, l'engouement, nos enfants, et les talents qui se développent, pour moi, la trajectoire, elle est hyper claire. Le jeu vidéo, il est plus suiveur. Il est même en passe de devenir le moteur du divertissement et de la culture au XXIe siècle. Et donc, à tous les étudiants, les entrepreneurs, les gamers, qui aujourd'hui encore peuvent se sentir un peu honteux au fond derrière leur passion, rappelez-vous d'une chose. Votre fierté, votre énergie, ça sera ça, le cœur de la culture au XXIe siècle. Et vos réussites économiques et financières, ce seront les poumons de toute l'industrie du divertissement. Merci et profitez bien de l'événement. Alors, on a essayé de décomplexer l'assistance. Merci d'accueillir avec moi notre invité Cyril Imbert, comme je le disais, fondateur du groupe Dotemu qui a rejoint le groupe Focus Home Entertainment. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous expliquer ce que tu fais ? Oui, alors je m'appelle Cyril Imbert, je suis CEO d'une entreprise qui s'appelle Dotemu. On édite et on développe aussi des jeux vidéo pour PC et console principalement. On développe et on édite des jeux très variés. Ça va de ressorties de vieilles licences de pop culture jusqu'à des jeux indépendants faits par de petites équipes très talentueuses qu'on va recruter dans le monde entier. Au-delà de ça, j'ai rejoint effectivement il y a 2 ans le groupe Focus Entertainment avec ma société, où justement on essaye de donner une impulsion sur le marché du jeu indépendant, sur cette société qui est maintenant un groupe
qui était plutôt spécialisé dans les jeux qu'on appelle AA, donc avec des budgets, disons, entre 10 et 50 millions d'euros. Et donc moi apporté un petit peu une brique jeu indépendant et jeu rétro au sein du groupe. Et puis je suis aussi président de l'association Capital Games qui représente l'industrie en Île-de-France et qui travaille à justement faire connaître le jeu vidéo auprès des institutions, mais aussi créer de l'entraide entre les différentes sociétés du secteur en région parisienne et à l'échelle nationale aussi. Et alors, est-ce que tu peux nous dire si avant de travailler dans le jeu vidéo, tu étais gamer, à quoi et surtout à quel moment tu t'es dit je vais faire carrière dans le jeu vidéo et je vais travailler dans cette industrie qui paraît en effet une industrie pas très sérieuse sur le papier? Moi j'ai toujours été gamer depuis que je puisse m'en souvenir, je dirais depuis l'âge de 5 ans. Et aujourd'hui encore ça prend la majeure partie de mon temps de loisir. Donc je pense que c'est extrêmement important, comme le disait Nicolo, d'avoir cette passion parce que c'est vraiment un métier du divertissement et un métier artistique. Et sans passion, c'est compliqué de bien comprendre les possibilités et comment emmener son public avec soi. Et en fait, je pensais pas, un peu comme Nicolo, que c'était quelque chose qui était viable ou faisable de mon côté. Et en fait, bizarrement, c'est ma mère qui a poussé parce qu'elle était intervenante chez Ubisoft au RH. Elle faisait de la formation en management. Elle a trouvé ça top. Elle savait que j'étais gamer. Elle dit mais pourquoi t'essayes pas, etc. Et là, j'ai commencé à regarder et à me rendre compte qu'en fait, avec ma formation, je pouvais intégrer ce secteur. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, il faut mieux se fier à sa mère qu'à sa belle-mère. Peut-être. Ça, c'est la première leçon. Okay. Et alors, tu disais que, juste pour bien comprendre, tu travailles sur des jeux anciens que tu mets au goût du jour. Tu peux donner juste quelques exemples, peut-être que nos invités aient en tête. Ouais. Alors effectivement, avec la marque Dotemu, on a vraiment une activité de licensing où on va aller chercher, donc il y a quelques années, surtout des licences de jeux vidéo des années 80-90. Aujourd'hui, au sens plus large des licences de la pop culture. Donc ça, c'est une de nos activités. L'autre activité, c'est l'édition pure et simple de projets de jeux donc dits indépendants, réalisés par de petites équipes, où nous, on va venir faire du support en production, faire du support évidemment publishing, marketing, commercialiser ces jeux, les financer, etc. Donc on est parti vraiment sur une spécialité rétro, on va dire, mais aujourd'hui qui va à un sens plus large au licensing et aussi qui développe une activité donc de publishing de jeux indépendants. D'accord. Et on l'a dit tout à l'heure, donc l'industrie du jeu vidéo, ça a été dit 2 fois. L'industrie du jeu vidéo est la plus grosse industrie du divertissement. Et c'est vrai que pourtant, pour ceux qui ont des enfants, ils le savent. Franchement, on préfère que les enfants regardent un bon film de cinéma ou lisent un livre. Donc comment on se bat contre ce préjugé dans ce secteur? Est-ce qu'il y a un côté éducatif ou comment on se bat contre cette situation? C'est vrai que c'est assez étrange puisque, comme Nicolo le rappelait, l'industrie du jeu vidéo, c'est la première industrie du divertissement mondial en termes de chiffre d'affaires et en termes aussi de nombre de pratiquants quotidiens. C'est juste gigantesque. On parle de centaines de millions de joueurs quotidiens. Donc effectivement, c'est très étrange que l'image du jeu vidéo n'ait pas encore évolué, mais en fait, dans la pratique, je suis sûr que dans l'assistance, il y a énormément de gens qui pratiquent le jeu vidéo d'ores et déjà, et voire depuis plusieurs années. Donc en fait, les mentalités, elles vont changer tout simplement quand les gens qui vont arriver aux responsabilités en entreprise, dans les institutions, vont être eux-mêmes des gamers. Et c'est comme ça que vraiment on va commencer à intégrer le fait que le jeu vidéo est un art et aussi une très très grosse industrie mondiale avec un énorme potentiel. Ce qui veut dire que c'est déjà la plus grosse industrie du divertissement avant qu'il y ait ce phénomène de nouvelle génération. Et depuis au moins 10 ans. Donc c'est assez prometteur. Alors après, ça serait intéressant de parler de la France, de la place de la France, parce que c'est vrai qu'on excelle. Je crois que ce matin, des intervenants ont parlé du luxe. On est quand même le marché leader du luxe. On a toutes les plus belles et les plus grandes entreprises de ce secteur-là. Est-ce que tu peux essayer de nous placer la France dans le secteur du jeu vidéo? Est-ce que c'est un pays important, pas important? On a beaucoup parlé du Canada à une époque, de l'Asie. Alors effectivement, la France a vraiment une place spéciale dans l'écosystème jeu vidéo mondial.
savoir que déjà le jeu vidéo, c'est pas du tout une entreprise, un secteur localisé, comme peut l'être typiquement la musique ou le cinéma, où on va produire des morceaux ou des films qui vont être uniquement regardés par des personnes qui parlent une certaine langue. Le jeu vidéo, tout ça, ça n'existe pas. Quand on crée un jeu, on le crée pour le monde entier, instantanément. Jamais on va se dire, ça sera un jeu vidéo pour des Français ou un jeu vidéo pour des Américains. Non, on crée un jeu pour tout le monde. On ne pense jamais frontière, on pense toujours global. Et en fait, la France n'a pas de position de leader aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de grosses entreprises pour être leader économique du secteur. Toutefois, comme dans beaucoup d'autres industries, et dans le divertissement et la culture en particulier, on a une place très spéciale qu'on a commencé à prendre il y a quelques années et aujourd'hui qu'on prend encore plus. C'est une place de leader en termes créatifs et en termes justement petite touch française qui vraiment est remarquée et approuvée par l'ensemble du secteur mondial. On a une vision qui est différente. On va aborder des thématiques de manière différente. On va proposer des innovations auxquelles forcément des studios issus d'autres cultures n'auraient pas pensé. Parce que tout simplement, les Français, les créateurs français évoluent depuis leur enfance dans un environnement culturel très fort, très mis en avant, ont accès à des formations très bonnes aussi en France, et donc vont pouvoir mettre à profit tout ce talent. Alors, il y a eu une période où effectivement, il y a beaucoup de ces talents qui étaient captés par l'Amérique du Nord et notamment par le Québec, parce qu'il y avait justement des salaires plus élevés. Donc, il y avait des tapis rouges qui étaient dressés pour les talents français. Le gouvernement français a réagi il y a quelques années, grâce au crédit d'impôt jeux vidéo notamment, qui a permis de justement un peu faire de la compétition à cet état de fait et à faire revenir une partie de nos talents en France. Et puis aussi tout simplement le marché évoluant, il y a eu une période de concentration des talents dans les grandes entreprises. Aujourd'hui ces talents sortent de ces grandes entreprises pour créer leur propre société et on en voit beaucoup qui reviennent en France, qui montent leur société en France et qui font des choses magnifiques. Alors ça, c'est un point que tu soulèves qui est intéressant et c'est sans doute quelque chose qu'on voit plus difficilement dans d'autres industries créatives. C'est comment, dans une industrie où on a des AAA, donc des jeux de foot, FIFA, des Call of Duty, enfin des gros mastodons qui drainent énormément d'argent, comment on fait avec des petits budgets finalement pour exister dans ce monde? Parce que dans le monde du cinéma, par exemple, on sait que c'est compliqué quand on a un budget de 2,5 millions d'exister par rapport à des blockbusters qui ont des budgets de 150 millions de dollars. Comment on fait dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est possible? Toi, tu en es un exemple, mais est-ce que tu peux nous en dire? Ah oui, c'est tout à fait possible. En fait, c'est ça un peu la magie du secteur. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres secteurs du divertissement, n'importe qui, avec n'importe quel budget, peut sortir un jeu qui génère des dizaines de millions d'euros. C'est-à-dire que récemment, on a un exemple avec Stray. C'est un jeu où on joue à un chat qui est magnifique, qui raconte une histoire assez incroyable. C'est un jeu qui a été nominé aux équivalents des Oscars des jeux vidéo l'année dernière et qui a généré probablement autour de 50-60 millions d'euros en un an. Et ça a été développé par 5 personnes à Montpellier. Voilà. Donc en fait, tout le monde peut le faire. Il faut être bien entouré, évidemment. Il faut être bien conseillé. Il faut avoir la petite étincelle qui va permettre de différencier son projet du reste et de trouver l'aspect innovant, l'aspect différenciant. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ultra accessible, le jeu vidéo, contrairement à d'autres industries où il faut passer par des distributeurs, il faut passer absolument par des éditeurs. Le jeu vidéo peut complètement sortir de cette logique. Voilà. Et en termes de financement, donc si on parle budget modéré, on va dire 0,5 millions d'euros, peut-être 0,3 millions d'euros, les noms qui te viennent en tête, les acteurs du financement, où est-ce qu'on trouve de l'argent pour finalement faire ce type de jeu? Alors, pour faire un jeu aujourd'hui, en fait, en soi, on n'a pas besoin de budget. Quelqu'un peut le faire seul pendant des années. C'est arrivé plein de fois. Il y a eu des énormes succès comme ça. Si on cherche du financement, déjà, on peut se tourner vers l'État, l'État français qui a mis en aide de nombreuses aides, des aides à la narration, au prototypage, puis des aides comme le crédit d'impôt jeux vidéo. On peut se tourner aussi vers des institutions comme BPI typiquement, et puis on peut se tourner vers des acteurs du marché qui sont, comme dans les autres secteurs du divertissement, des éditeurs qui peuvent être séduits par un projet et décider de le financer entièrement ou partiellement. Voilà. Et peut-être un témoignage, toi tu diriges un studio, donc
tu es bien placé pour le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le secteur du jeu vidéo, on peut bien gagner sa vie? C'est-à-dire si un de ses enfants dit « Ok, moi je vais aller dans cette industrie », est-ce qu'il peut bien gagner sa vie aujourd'hui? Ah, ça veut dire quoi, bien gagner sa vie? Tout est relatif. Tout est relatif, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une filière qui est en croissance perpétuelle, où les métiers sont extrêmement variés. C'est une industrie qui réunit des techniciens, des ingénieurs, des dessinateurs, des animateurs, des designers, des scénaristes. C'est vraiment ultra large. Et bien sûr, tous les métiers support, business, RH, etc. Donc en fait, tout le monde peut trouver sa place dans l'industrie. Ensuite, bien sûr, c'est quand même une industrie du divertissement. Donc il y a peu d'élus pour énormément de candidats. Mais ça, c'est pareil dans le cinéma, c'est pareil dans la musique. Etc. Donc en fait, il faut persévérer, il faut faire les bons choix dans sa carrière, mais oui, on peut tout à fait vivre très très bien de sa passion dans le jeu vidéo, et encore plus aujourd'hui, je dirais, parce que on recrute sans cesse et le secteur ne fait que grossir, quoi. Alors, peut-être une petite question sur ton activité propre. Si on prend des franchises comme les Tortues Ninja, ou comment en fait avec de l'ancien on fait du nouveau, parce que le jeu vidéo, tout le monde le sait, il y a quand même beaucoup de technologie et ça va vite en la matière. Donc, c'est quoi votre recette, vous, pour prendre une vieille recette et la mettre au goût du jour avec les technologies et les plateformes actuelles, les ordinateurs qui sont plus puissants, les consoles qui sont plus puissantes? Comment on fait pour faire du nouveau avec de l'ancien? Sur l'aspect technique, déjà, en fait, on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée un jeu, quel que soit le sujet, il faut qu'il exploite au maximum toutes les possibilités techniques qu'offre le secteur et qu'offrent les moyens. Donc nous, en fait, jamais on se dit « Ah mince, comment on va faire ?» On doit le faire, point, il n'y a pas le choix. Donc là-dessus, on ne se pose pas trop de questions. Effectivement, là où on va plus se poser des questions, c'est l'approche. C'est-à-dire que nous, notre approche, c'est de dire, en fait, les ayants droit, les très grands ayants droit, comme Sega, Universal, etc., ils ont des licences, mais ils ne savent pas trop, en fait, parfois, comment les utiliser. Parce que ça fait peut-être des années qu'ils n'y ont pas touché, parce qu'ils sont passés à autre chose, mais ils possèdent ces propriétés. Et souvent, quand ils essayent de les ramener sur le devant de la scène, ils le font un peu maladroitement, avec des codes qui ne sont plus les bons. Nous, on est parti de ce principe-là. Et en fait, notre recette, c'est tout simplement d'allier 3 éléments extrêmement importants, qui sont évidemment une licence, un concept et un studio. C'est-à-dire qu'au final, un studio qui connaît parfaitement la licence, qui comprend parfaitement le concept qu'on veut mettre derrière cette licence, un concept qui colle parfaitement à la licence et qui va satisfaire les fans, parce qu'au final, le bout du bout, c'est ça, c'est qu'est-ce que les gens ils veulent quand on leur parle de telle ou telle licence, qu'est-ce qu'ils imaginent. Et nous, en fait, on essaie de répondre à cette question et de dire oui, vous voulez ça, on va vous le donner. Mais pour vous le donner, on va trouver le meilleur studio et on va trouver le concept le plus intéressant pour donner cette expérience au travers de cette licence. C'est un peu comme ça qu'on raisonne. Et alors, tu parles de concept intéressant. Avant la table ronde, on discutait tous les deux et tu me disais quelque chose qui m'a frappé. Tu me disais, bon, il y a 10 ans, il y avait 1000 jeux qui sortaient chaque mois, il y en avait un de bien et il cartonnait. Aujourd'hui, il y a 1000 jeux qui sortent chaque mois et il y en a 100 de bien. Donc, comment on fait pour aller chercher son public et exister dans la masse de jeux de qualité qui sortent? Alors ouais, ça peut être cyclique. Aujourd'hui, c'est un état de fait. Ça fait peur quand même. Ah ouais, c'est clair. Mais nous aussi, sort, dans l'industrie, les gens se posent des questions. Il y a eu plusieurs fois où les gens disaient « Ah, c'est le l'indie apocalypse, il y a trop de jeux indés qui sortent en même temps. » Il y a eu des crises d'ailleurs, il y a eu un crash dans les années 80 dans l'industrie parce qu'il y avait trop de jeux qui sortaient, pour le coup, qui étaient de très mauvaise qualité. Là, c'est plutôt un phénomène d'augmentation du nombre et de la qualité en même temps. Donc c'est pour ça que c'est difficile de se faire une place, parce qu'avant, quand il y avait beaucoup de jeux mais peu de jeux de qualité, on se disait « Il suffit que je fasse un super jeu qui a une qualité intrinsèque énorme et ça va cartonner forcément. » Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc en fait, aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à innover, à être original, et du coup, naturellement, sans marketing, parce que dans le jeu vidéo, cet état de fait qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas dire « Oui, mon jeu, il est génial, vous verrez. » Non, tout de suite, le bouche à oreille se fait automatiquement et le jeu, il tombe tout de suite dans les charts et c'est fini, il ne sera jamais rentable. Donc en fait, il faut non seulement de la qualité, mais aussi du panache et de l'innovation. Et bon, voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais il y en a plein qui arrivent sans problème.
Et si on prend la vie d'un jeu, donc c'est ce que tu viens de dire, on sort un jeu et puis tout de suite on sait s'il est bon ou pas bon, on reste dans les charts hauts ou on tombe dans les abîmes. Est-ce que tu peux nous dire qu'un jeu finalement ça vit combien de temps, comment on le monétise, quand est-ce qu'on sait que c'est un succès ou pas un succès? Alors, en fait, c'est assez simple. Un succès, c'est à partir du moment où le jeu est rentabilisé, entre guillemets, ça c'est pour l'entreprise. À partir du moment aussi où il est bien noté par les joueurs, ça va être hyper important. Enfin, en tout cas, ça dépend pour qui, hein. Il y a des entreprises plus ou moins regardantes là-dessus, mais pour la plupart, en tout cas, c'est extrêmement important, la reconnaissance. Donc c'est un facteur des deux. Ensuite, un énorme succès aujourd'hui, ça va être effectivement des jeux comme League of Legends qui ont quotidiennement des centaines de millions de joueurs qui jouent en même temps, mais ça peut être très bien des jeux comme le jeu que je citais, par exemple Stray, ou alors d'autres jeux français qui ont été nominés aux Game Awards, comme Plague Tale Requiem fait par un studio bordelais. C'est des millions de sellers, donc c'est-à-dire que c'est des millions de gens qui ont acheté ces jeux-là, qui ont payé 40-50 euros pour pouvoir jouer au jeu, et ensuite la durée, suivant la typologie, il y a des jeux qui vont se finir en 2-3 heures, mais c'est une expérience incroyable. Et il y a des jeux qui vont avoir une durée infinie et les gens vont pouvoir y revenir 6 mois après, 1 an après. Et l'éditeur ou le développeur va rajouter du contenu qui va faire revenir les gens aussi pour changer l'expérience, pour l'enrichir. Donc c'est un média qui peut être instantané ou qui peut être très vivant aussi et vivre des années et des années. League of Legends, ça fait 10 ans que ça existe, c'est toujours le même jeu, mais le contenu a changé. Et alors, on parlait tout à l'heure de la diffusion du jeu vidéo, des préjugés, etc. C'est aussi lié, hein, on le sait, au style de jeu, puisqu'il y a beaucoup de shooters, ou en tout cas des jeux avec beaucoup d'armes. Et finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des jeux familiaux? Qu'en est-il de cette tranche de jeu qui irait moins vers des hardcore gamers, comme on dit, et plus vers la famille? Est-ce qu'il y a la place aujourd'hui? Ouais, il y a clairement la place. En fait, ce qui est encore dommage aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, c'est que l'industrie, elle a une énorme variété de projets. Il y a des projets qui vont effectivement être purement divertissants, qui vont vouloir assouvir des envies d'action, de violence, etc., qui sont catharsiques ou tout simplement qui sont fun. Et ça, c'est un des piliers du jeu vidéo. Mais en fait, autour de ça, on va pouvoir broder plein de choses différentes. On va avoir typiquement une énorme majorité de joueurs dans le monde qui jouent à des jeux mobiles qui sont absolument pas violents comme Candy Crush, et pourtant c'est du jeu vidéo, et pourtant derrière il y a toute une réflexion de design artistique, même si c'est pas évident comme ça, c'est le cas. Donc en fait il y a une énorme variété. Il y a vraiment aujourd'hui un jeu pour un joueur ou une joueuse. Si on aime quelque chose en particulier, on le trouvera dans le jeu vidéo tellement l'offre est pléthore. Et tellement il y a des choses intéressantes qui ont été créées, notamment avec le jeu indépendant depuis les 15 dernières années. Donc on est très loin de ça. Ça reste des pratiques majoritaires, mais au même titre que dans la musique ou dans le cinéma, c'est un peu toujours les mêmes qu'on retrouve au blockbuster. Il y a quand même d'autres choses qui de temps en temps cartonnent, et je dirais peut-être même encore plus dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que dans le cinéma, un film d'auteur qui se met à cartonner mondialement, c'est extrêmement rare, alors que dans le jeu vidéo, c'est tous les mois. Alors, on aurait fait cette table ronde il y a 5 ans. Je pense qu'on aurait parlé VR, Game Pass, et on aurait dit, bon, c'est les 2 prochaines révolutions, faut investir à fond là-dessus, parce que ça va cartonner. Bon, 5 ans après, la VR, ça reste très élitiste. On avait même rencontré un analyste qui disait, dans l'appartement du futur, il y aura une pièce VR. Bon, je pense qu'on en est assez loin. Donc peut-être un petit mot sur VR, Game Pass, est-ce que tu as un avis? Et surtout, c'est quoi les gros enjeux technologiques? Bon, il y a la tarte à la crème de l'intelligence artificielle, mais comment c'est intégré dans l'industrie? Et est-ce que tu vois d'autres enjeux? Alors effectivement, dans le jeu vidéo, comme c'est le média qui est le plus intimement lié à la technologie. Donc dès qu'il y a une révolution technologique qui touche aux médias, qui permet l'interface entre l'humain et la machine, entre l'humain et l'objet, forcément, il y a toujours des suspicions de révolution. On va dire « Ah, mais ça va tout changer », etc. C'est arrivé plein de fois dans le jeu vidéo. Il y a eu plein de fois de « Ah, ça va changer », etc. Bon, moi, je suis toujours très méfiant. Les révolutions arrivent, elles passent. En fait, le jeu vidéo a une capacité d'adaptation qui est énorme. Donc, quoi qu'il arrive, on suit, en fait. Parfois, on s'emballe, mais parfois, on sait retomber sur nos pieds sans problème. La VR, effectivement, ça reste très marginal aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires et de pratique, parce que ça coûte extrêmement cher.
Mais le jour où on pourra faire des casques de qualité à 30, 40 euros, là, ça va tout changer, évidemment. Et encore, après, la pratique, elle a ses spécificités qui ne plaisent pas à tous. Donc voilà, le Game Pass dans tout ce qui est service de souscription à la Netflix. Peut-être pour nos auditeurs, donc le Game Pass, c'est l'équivalent. En fait, à une époque, on a dit, dans la musique, il y a eu Spotify, Deezer, Apple Music. Donc les gens payent un forfait et ont accès. Bon, vous connaissez bien, je ne vais pas vous répéter la musique. Il y a 5 ans, dans le jeu vidéo, tout le monde pensait qu'il allait y avoir la même chose. Alors peut-être pas à 9,99, mais il y a eu donc les plateformes lancées par Amazon, des plateformes Ubisoft, etc. Donc, et finalement, aujourd'hui, toutes les plateformes sont plutôt en panne. Donc, Alors, Microsoft, avec son Game Pass, cartonne. Et ça reste un vrai sujet pour les entreprises du jeu vidéo. Parce que en fait, ça change la façon dont on fait les jeux. Et c'est un peu comme dans le cinéma, où on se dit en fait, je vais faire un jeu pour que Microsoft me fasse un chèque, et derrière, je ne toucherai plus jamais rien d'autre, en fait. C'est sécurisant, parce que c'est une garantie, on n'est pas dans l'attente, est-ce que les gens vont acheter mon jeu, est-ce que je vais devoir faire du marketing? Microsoft s'occupe de tout. Donc là, il y a un danger derrière d'un point de vue créatif, mais d'un autre côté, c'est une super opportunité aussi, puisque Microsoft ne se cantonne pas à des blockbusters justement pour avoir une grande variété dans son catalogue. Il va aller chercher des petits projets, il va permettre à certains éditeurs ou studios de se dire tiens, comme je vais probablement avoir le soutien de Microsoft, je vais quand même lancer ce jeu-là. Donc il y a cette mécanique-là qui se met en place. Ça reste encore minoritaire aujourd'hui, mais c'est en forte progression quand même. Donc on reste méfiant. Mais en gros, par rapport à la masse de joueurs mondiale, c'est très très minoritaire. Et le temps que ça arrive vraiment à une majorité, on a le temps de voir venir les choses. Il y a encore plein de choses qui peuvent changer. Donc pour l'instant, on fait avec, c'est génial, ça crée des opportunités. On surveille aussi pour voir si ça ne peut pas créer des déviances. Mais en tout cas, voilà, ça continue de progresser, contrairement à la VR, où là, il y a un petit peu plus de stagnation, je dirais un petit peu moins de potentiel. Et sur l'intelligence artificielle, là, je dirais que le sujet, il est beaucoup plus du côté du backstage, du côté des équipes de production, comme dans beaucoup d'autres industries du divertissement, où en fait l'IA va pouvoir apporter des possibilités inimaginables dans des jeux. Si je vous cite un exemple, par exemple donc GTA, que en général beaucoup de monde connaît, quand vous vous baladez dans la ville, il y a des personnages qu'on appelle des personnages non joueurs, que vous croisez et qui en général sont pas très intéressants. Il y a souvent les mêmes parce que forcément on ne va pas faire des milliers à la main de personnages, etc. Ils parlent pas beaucoup, c'est souvent les mêmes répliques, ils font toujours un petit peu les mêmes circuits. L'IA, c'est juste un exemple, peut tout à fait permettre de créer à la volée des milliers de personnages non joueurs uniques avec leur propre personnalité, leur propre séquence dans le monde virtuel, et leurs propres particularités physiques et d'apparence. Donc ça transforme complètement l'expérience, où on peut du coup imaginer des univers étendus, des choses encore plus folles que ce qui a pu exister aujourd'hui. Et ça, c'est applicable à l'ensemble des compétences du jeu vidéo. Typiquement, la narration, pareil, que chaque personnage créé ait sa propre histoire, puisse dialoguer sur sa propre histoire, c'est incroyable. On ne pourrait pas faire tout ce travail avec une énorme équipe pendant des années. Voilà, ça pose aussi évidemment énormément de sujets plutôt éthiques, mais moi je suis assez optimiste dans le sens où en fait c'est juste un outil qui permet de faire encore plus de choses incroyables, mais qui ne pourra jamais vraiment remplacer l'intuition, le talent, les particularités des créateurs en fait. Pour moi c'est irremplaçable, et la différence elle sera très facile à faire en fait quand on parle de personnages principaux, quand on parle d'arc narratif principal. Ça m'étonnerait, alors peut-être dans plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, ce sera peut-être la réalité, mais en tout cas on en est très loin aujourd'hui. L'immédiat, c'est plus donner des outils qui permettent de gagner du temps et de faire des choses encore plus folles pour des équipes encore plus petites. Notamment, par exemple, il y a le moteur Unreal Engine donc 5, qui est la 5e itération du moteur développé par Epic Games, un moteur de jeux vidéo. Ils ont racheté des tas de technologies au travers de différentes startups. Aujourd'hui, on commence à voir arriver en tant que publisher des jeux qui sont faits par des équipes de 3-4 personnes, où il y a 10 ans, il aurait fallu peut-être 100-200 personnes pour faire ces jeux-là. Donc c'est ça l'opportunité aussi. Et bien sûr, dans les outils qui sont inclus dans le Unreal Engine, il y a des outils d'intelligence artificielle qui gèrent énormément de choses et qui permettent à ces petites équipes de créer des choses complètement folles. Donc d'un côté, c'est potentiellement dangereux
pour les personnes qui produisent ces matériaux. Et d'un autre côté, c'est une énorme opportunité pour des gens très créatifs qui prennent en main ces outils et qui peuvent faire des choses absolument incroyables qu'on n'a jamais vues avant. Et que les majors ne se permettraient pas de faire. Et alors justement, avec tous ces moyens aux créatifs, est-ce qu'on peut imaginer un monde où, comme le disait Nicolo tout à l'heure, finalement on a un jeu vidéo, un peu une image du jeu vidéo à la traîne, c'est-à-dire qu'on a des grosses IP qui cartonnent au cinéma et puis on décide d'en faire un jeu. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors Assassin's Creed finalement a tenté l'inverse, partie du jeu vidéo pour aller vers le cinéma, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que des IP du jeu vidéo deviennent un peu leaders et des déclinaisons dans l'éducation, dans le cinéma, dans la musique, Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples et Il y en a énormément aujourd'hui. En fait, c'est vraiment une évidence. Il y a eu des cartons de séries de type The Last of Us, par exemple, qui est sorti sur Netflix, qui a extrêmement bien marché. The Witcher, qui lui était issu d'un livre, puis jeu vidéo, puis série télé. Il y a évidemment tout l'univers Nintendo, où Mario, on le voit partout, on le voit au cinéma, on le voit dans l'éducation. Ubisoft a créé les lapins crétins, pareil, c'est une création qu'on retrouve dans des tas de situations diverses et variées, physiques, digitales, etc. Donc oui, le jeu vidéo, comme le disait Nicolo, c'est le divertissement un peu du futur, car il réunit aussi tout un tas de compétences artistiques en une seule chose, et donc l'interactivité est extrêmement puissante pour transmettre des choses, contrairement à la passivité quand on est face à un écran ou quand on écoute. Là, on est vraiment actif dans l'expérience artistique, et ça permet de transmettre des choses assez folles émotionnellement et de marquer les esprits, et donc forcément, des marques peuvent grandir et devenir énormes par ce biais-là, et donc ensuite être reprises par d'autres biais plus anciens dans le divertissement. Alors peut-être je vais continuer à poser des questions, mais peut-être si vous avez des questions dans l'auditoire, n'hésitez pas. Peut-être en levant la main, on fera passer un micro. Peut-être, en fait, tout le monde sait qu'au niveau de la French Tech, donc, le jeu vidéo est dans le même vertical que la création artistique, que la musique, que le dessin animé. Comment collabore, par exemple, un studio de dessin animé français avec un studio de... Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de, on va dire, cross-selling ou de travailler ensemble, ou on reste encore en silo? Comment ça se passe, les échanges entre les différents segments de l'industrie créative? En fait, évidemment, avec le succès du jeu vidéo, ce qui est en train de se passer, c'est que justement les autres secteurs du divertissement viennent aux jeux vidéo. Ce qu'on avait du mal à avoir avant, aujourd'hui on le voit beaucoup plus communément. Des producteurs de cinéma qui viennent voir des boîtes de jeux vidéo pour discuter licensing, mais on va avoir aussi évidemment des studios d'animation qui ont plein de talents dans leur studio et qui aimeraient l'exploiter autrement que par l'animation traditionnelle, l'animation pure, et éventuellement donc dans le jeu vidéo par des voies interactives. Et moi notamment, en fait, actuellement, on a une production qu'on fait en coproduction avec un studio d'animation. Donc oui. D'accord. Donc c'est en place. Ça se développe. Ok. Alors je fais un second appel. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors bonjour. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît, par rapport à tout ce qui est licensing et tout, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Quand vous partez, du coup, négocier avec les ayants droit ces licensing, ça se passe comment les négociations? Est-ce que c'est facile toujours d'avoir affaire avec... Typiquement, c'est souvent des grands comptes. Est-ce que vous présentez le projet de ce que vous voulez faire avant, en amont? Au niveau crédibilité, ça se passe comment pour vous? Vous avez déjà un studio, mais quand on fait face à ce genre d'acteurs. Merci. Non, merci pour la question. En fait, effectivement, c'est pas évident, surtout que quand on a commencé, on était vraiment tout petit. Quand j'ai repris la société, on était 12. Et on était face à des sociétés qui avaient déjà plusieurs milliers d'employés avec des énormes marques à travers le monde. En fait, la crédibilité, elle vient de deux choses. Le track record, mais ça, il faut déjà commencer pour en avoir un. Donc bon, ça, je dirais ça vient en deuxième temps, mais c'est très important. Et la première chose, c'est de comprendre en fait où est leur intérêt à eux. Nous, typiquement, on allait chercher des licences qu'ils n'exploitaient plus. Du coup, ils n'en faisaient rien. Pourtant, c'est leur propriété.
C'est comme si tu avais plusieurs maisons que tu possèdes. Il y en a une qui est magnifique, qui a été magnifique dans les années 60, mais que tu n'as plus du tout entretenue, qui est complètement délabrée. Pourtant, c'est ta propriété. Un jour, tu souhaiterais peut-être la revendre, ou alors la louer, ou faire des événements, ou ce genre de choses. Mais nous, c'est là où on va intervenir. On ne va pas promettre au licensor qu'on va le rendre riche, parce qu'en fait, pour lui, c'est rien. C'est un jour de revenus pour eux, c'est que dalle. Par contre, là où ça va l'intéresser, il va dire, ah oui, en fait, moi j'ai une propriété là, elle sert à rien, je sais pas comment m'en sortir. Si moi je vais dessus, ça va coûter trop cher, ça va me coûter trop de temps. Là, eux, les petits gars, ils ont l'air de savoir ce qu'ils ont à faire dessus. Je vais leur faire confiance et avec un peu de chance, ma maison, elle va devenir aussi belle qu'elle l'était avant et c'est ça qu'ils vont chercher. Et c'est là où je vais les convaincre. Je vais leur dire ce qu'on va faire avec votre licence. Bah, vous pouvez pas le faire et nous, on va le faire encore mieux que ce que vous pouvez espérer. Et voilà. Et typiquement, exemple avec Street of Rage, qui est une licence qu'on a ramenée, qui était une licence donc, des années 90 de Sega. Ça faisait 23 ans qu'ils n'avaient pas touché. Quand on a fait la suite de Street of Rage 3, qui était sortie donc il y a 23 ans, Street of Rage 4, ils y ont trouvé de l'argent sans entre guillemets prendre aucun risque, ce qui est bien, mais pour eux, c'est pas grand-chose. Par contre, là où ça a de la valeur, c'est que d'un seul coup, leur licence elle est redevenue au milieu de la scène. Ils avaient un truc qui traînait dans un coin qui servait à rien, qui est devenu hyper central. Ils se sont dit mais en fait on peut faire ça avec tout, c'est génial. Et enfin, voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. On a bien compris l'expansion du jeu vidéo dans les usages, sur le marché, économiquement, les talents qu'elle embauche. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de l'impact du jeu vidéo sur l'ouverture comme moteur de la culture au sens plus global au XXIe siècle, vraiment l'impact que ça peut avoir, comment vous allez capter justement vos usagers, enfin, vos utilisateurs, pour c'était un peu la question que vous avez posée, mais pour améliorer l'accessibilité à la culture au sens plus global. Et la deuxième question que j'avais, c'était notamment sur l'impact. Qu'est-ce que fait l'industrie du jeu vidéo pour limiter les impacts négatifs sur la santé, parce qu'on sait qu'il y a des conduites addictives qui peuvent exister. Voilà, c'était ma question. Merci. Alors sur la première question par rapport à la culture, en fait c'est assez simple. Il y a des jeux qui vont utiliser des thématiques. Ça peut être des thématiques narratives qui vont transmettre des émotions. Donc là, la culture va passer par la manière de raconter une histoire et la manière de la vivre. Donc ça, c'est très simple. Justement, The Last of Us, typiquement, qui a été adapté en série récemment, c'est une histoire absolument bouleversante, incroyable. Donc ça donne envie, en fait, de vivre ce genre d'expérience à travers la littérature, à travers le cinéma, pas uniquement le jeu vidéo, mais de vivre ce type d'expérience-là, qui n'est pas une expérience uniquement de fun, mais qui est aussi une expérience émotionnelle. On va avoir aussi des jeux comme Assassin's Creed qui, eux, vont ouvrir à l'histoire, mais l'histoire avec un grand H, donc qui vont montrer des monuments, qui vont montrer des périodes, des époques, et donc des cultures. La culture égyptienne, la culture viking, la culture asiatique, la culture chinoise, japonaise. Toutes ces thématiques-là, quand elles sont abordées dans le jeu vidéo, si elles sont abordées avec sérieux et avec une intention, ça reste une œuvre d'art, donc il y a forcément une intention derrière et un biais. Toutefois, ça permet que les gens s'y intéressent. Donc au-delà de l'aspect historique parfois, il y a un aspect culturel. Pouvoir admirer le Colisée dans un jeu vidéo, c'est aussi un premier pas vers se dire ah mais en fait c'est beau, qui a fait ça, comment ils ont fait ça, pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc l'aspect culturel en fait c'est assez simple, c'est que le média, comme tout média, le cinéma, la musique, permet de transmettre des émotions, permet d'accrocher des gens sur des aspects, et de vouloir en savoir plus, de vouloir en connaître plus, et le jeu vidéo est très très fort là-dedans. Sur le deuxième aspect qui est les effets négatifs, mais comme dans toute consommation excessive de médias, il y a des effets négatifs évidemment, et ça dépend ce qu'on consomme aussi et à quel âge. Dans le jeu vidéo, on est une des industries qui est ultra stricte sur tout ce qui est age rating, donc les niveaux d'âge d'accessibilité pour le jeu. C'est des systèmes qui ont été créés, qui sont très modernes, qui ont été créés en Europe, au niveau européen, etc., et qui permettent aux parents de très facilement se repérer sur ce qui est bon ou pas pour leurs enfants. Est-ce que c'est le bon âge? Est-ce que c'est pas le bon âge? Quel est le contenu de ce jeu? Est-ce que c'est un contenu violent? Est-ce que c'est un contenu vulgaire? Etc. etc. Et au-delà, après, l'addiction. L'addiction, c'est comme toute autre addiction. La cigarette, les drogues. C'est une question d'éducation. Je pense qu'en fait, il n'y a pas 36 000 mystères. Nous, bien sûr, il y a des jeux vidéo qui possèdent des mécaniques qui veulent générer de l'addiction pour que les joueurs y reviennent sans cesse.
Bon voilà, ça, il y a déjà des institutions qui légifèrent là-dessus, notamment sur tout ce qu'on appelle les loot box, qui était un truc justement qui incitait presque même à miser de l'argent dans des jeux. Et ça, bah voilà, c'est aux institutions aussi de légiférer, de dire non, mais ça, c'est interdit, ça, c'est accepté, etc. Il y a des pratiques, évidemment, qui sont plus ou moins bonnes, mais tout est faisable. Et en fait, on est assez précurseur dans le jeu vidéo sur justement des mesures à prendre. On en a pris tellement plein la tête, en fait, sur des années que on a tout de suite voulu montrer patte blanche, dire non, mais attendez, nous, en fait, on peut changer les choses et on peut même mieux le faire que les autres. Donc il y a beaucoup de choses en place, il y a encore des choses à améliorer, mais ça reste assez marginal. Ouais. Est-ce que vous pensez à limiter la durée du jeu parce que l'addiction, elle se trouve principalement là-dedans? En fait, je veux dire, je pense que c'est pas la solution. En fait, c'est pas très pédagogique d'interdire la durée parce qu'en fait, on va pas travailler le problème à la racine. C'est pourquoi je joue autant et pourquoi je ne mets pas de limite. Donc, dire aux gens d'arrêter, c'est juste entre guillemets mettre un pansement sur le problème et pas régler le problème en profondeur. Donc pour moi, c'est pas une solution. Le temps n'est pas une solution. C'est pourquoi est-ce que je fais ça et qu'est-ce qui m'incite à faire ça. Voilà. Bonjour, je voudrais apporter la question de l'éthique de travail au sein des studios de production, notamment les périodes de crunch qu'on sait qui précèdent en fait le lancement d'un jeu. L'industrie se fait bombarder dans les médias depuis des décennies sur les méthodes de travail au sein des studios qui sont des fois déplorables pour les programmeurs, mais aussi tous les graphistes et toutes les personnes qui gravitent autour des projets. Penses-tu que toi, en 2023, on est en train de trouver une solution face aux périodes de crunch et quelles pourraient être tes solutions que tu apporterais au sein de ton studio? Je pense que le crunch, donc le fait de vraiment travailler de manière complètement exagérée et qui n'a plus aucun sens sur une production juste pour pouvoir donc, la shipper, donc sortir le jeu, et ça en général c'est imposé. En général, ça se trouve dans des très grandes sociétés avec plusieurs centaines de collaborateurs. C'est une pratique qui est un peu du passé, je dirais, même si elle est complètement encore actuelle, mais même si elle se retrouve beaucoup dans les entreprises de grosse taille. Mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Alors malheureusement, le grand public n'a pas forcément conscience de ça et donc continue d'acheter des jeux sur lesquels il y a eu du crunch, etc. En revanche, les talents, et ça c'est vraiment ultra primordial dans le jeu vidéo, pour faire un bon jeu, il faut des gens bons. Dès que aujourd'hui dans le jeu vidéo, tout se sait tout de suite, très très vite. On a une industrie qui baigne dans la technologie, dans les réseaux sociaux, dans l'échange. Moi, je suis en direct avec les joueurs de mes jeux. C'est-à-dire que je peux leur parler tout de suite, je vois ce qu'ils me disent. Tous les jours, je peux regarder ce qu'ils me disent. Il y a peu d'industries où on a cette relation de proximité avec les gens pour qui on travaille, entre guillemets. Et donc, au même niveau que certains joueurs peuvent se dire non, moi, j'achète plus de jeux de cette boîte parce qu'ils font que ça et je trouve ça dégueulasse. Des talents peuvent se dire aussi moi, j'ai pas envie de travailler chez eux, j'ai pas envie de me retrouver dans ces conditions-là. Et en fait, justement, mettre en avant le fait qu'il n'y a pas de crunch, que les conditions de travail sont bonnes, c'est un argument pour que les meilleurs viennent travailler chez toi. Et nous, typiquement, moi, j'ai jamais compris. Alors, j'ai jamais travaillé sur des jeux où il y avait 300 personnes qui bossaient dessus et des centaines de millions d'euros en jeu. Mais en tout cas, j'ai jamais compris quelle était la nécessité de faire ça. On a toujours réussi chez Dotemu et dans la plupart des boîtes que je connais à complètement éviter cette histoire de crunch. Ou alors c'est parce que, encore une fois, certaines personnes ont envie d'aller un petit peu plus loin, travailler un peu plus tard le soir, mais jamais c'est devenu une culture ou quelque chose qui est systémique. Donc voilà, pour moi, non seulement ça n'a pas forcément d'intérêt, et en plus c'est voué à l'échec in fine parce que ça fait fuir les gens tout simplement. Donc j'espère que le problème va se défaire parce que c'est quelque chose qui est un peu à l'ancienne encore, des vieilles pratiques, des très anciennes boîtes qui ont grossi. Je pense que l'avenir est assez positif de ce point de vue-là. Après, il y a beaucoup de boulot, mais voilà. Alors, le temps touche à sa fin. Donc, merci beaucoup, Cyril, pour ton intervention. Merci pour vos questions. Et puis, s'il en reste, n'hésitez pas, on va rester quelques minutes pour vous y répondre. Et merci à la BPI pour cet accueil. Merci.